Bonjour, bienvenue à tous à notre table ronde sur le cloud computing concrètement. Donc, il s'agit aujourd'hui d'être pragmatique, de voir ce qui fonctionne et aussi ce qui nous freine dans le passage au cloud. Avec nous pour en parler, 3 experts. David Larose, directeur de l'aménagement numérique de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget. Il va nous raconter ce qu'il a mis en place dans 3 agglomérations. Emmanuel Olivier Paul, directrice associée chez Marques International, qui apportera une perspective un peu plus large. Et puis enfin, Pierre Ourdouillet, administrateur système chez OVH, qui déploie et conçoit des plateformes de cloud public et puis aussi la plateforme Ubique, la solution de stockage et de partage de données en ligne. Alors, je vais d'abord donner la parole à David, dont le témoignage nous servira d'ancrage à cette discussion. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce que vous avez mis en place et quels sont les enjeux de votre système d'information? D'accord, bonjour à tous. On a mis en place dès 2009 en fait, un cloud privé en interne pour lequel on était prestataire pour l'Office HLM de Drancy. Donc on avait virtualisé leurs serveurs, leurs postes, leurs applications. Et en parallèle de ça, on consommait du cloud public chez Amazon pour notre mail qui était sur Zimbra. Donc voilà, c'est le départ en fait, de notre expérience cloud privée du coup et public. Voilà. Et pourquoi avez-vous opté pour le cloud? Tout simplement, j'ai envie de dire, j'avais pas le choix. Des murs qui pouvaient pas se pousser, des serveurs dont le besoin se faisait croissant semaine après semaine en fonction des besoins. Et puis être prestataire pour un office public d'HLM, ça a des besoins, ça évolue, donc il faut savoir s'adapter rapidement et être agile, comme on dit. Emmanuel, quelles sont les principales raisons de recours au cloud computing dans les entreprises? On retrouve déjà des points qui viennent d'être abordés. Dans une dernière étude qu'on vient de terminer sur une centaine de directeurs de systèmes d'information ou profils informatiques qu'on a interrogés sur ce thème-là plus particulièrement, pour la partie infrastructure, parce qu'on peut voir qu'en fonction que c'est de l'applicatif ou de l'infrastructure, il y a des petites nuances qui vont se faire. Mais sur la partie infrastructure, très clairement, pour plus de 40% d'entre eux, c'est l'accélération des temps de déploiement, la réduction de ces temps-là aussi, donc on va pouvoir gagner plus rapidement donc la mise en place de serveurs. On aura quelques exemples, le provisioning de ressources serveurs. C'est aussi le modèle, ce qu'on appelle pay as you go, c'est-à-dire qu'on ne paye que pour ce qu'on consomme. Et puis aussi la réponse, et ce qui a été évoqué là, à des pics d'activité plus facilement, c'est-à-dire qu'on ne va pas, si on était en propre, aller acheter des serveurs supplémentaires, mais on va plutôt aller acheter de la ressource supplémentaire ou doit s'abonner à de la ressource supplémentaire pour un temps déterminé, qui fait que, bien entendu, on va avoir des budgets d'investissement qui vont être plus faciles à maîtriser, voire qui vont réduire, puisqu'on va être sur un modèle plutôt de fonctionnement. Donc voilà les 3 principales raisons aujourd'hui pour la partie infrastructure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la 4e qui arrive, c'est aussi mieux répondre à des enjeux de plan de reprise d'activité ou de plan de continuité d'activité. Donc peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est quand même une thématique qui est très liée à la sécurité, quelque part. Et c'est intéressant de voir que des décideurs qui ont sauté le pas aujourd'hui mettent en avant aussi cette raison-là. Pierre, OVH compte de nombreux utilisateurs. Quels sont les profils de vos utilisateurs de cloud? En effet, nous avons des profils d'utilisateurs de cloud qui sont très différents. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, on a des utilisateurs qui ont des besoins de montée en charge très importants, donc ils voient tout simplement dans le cloud une solution idéale. On a d'autres profils clients qui ont des besoins ponctuels, donc ça peut être régulier ou non. Par exemple, une application de facturation qui mensuellement a besoin de ressources supplémentaires. Ou voilà, je prépare une campagne publicitaire ce week-end, j'ai besoin de prévoir cette montée en charge à l'avance. On a des profils clients qui sont plutôt développeurs, donc ils voient dans le cloud une solution aux problématiques d'administration système. En quelques lignes de code, ils vont administrer leur infrastructure, tout simplement. On a d'autres profils clients encore qui vont voir dans le cloud, voilà, c'est une bonne plateforme pour faire des tests, donc j'ai des instances prépackagées que je vais déployer en quelques minutes. David, comment avez-vous fait votre migration? Est-ce que vous l'avez fait par étapes? Lesquelles? On a commencé par les serveurs, forcément, c'était le plus urgent. Et ça permettait aussi de mettre un peu le doigt dedans, comme on dit, et voir ce que ça donnait, parce qu'on parlait du cloud et de la virtualisation, mais il fallait qu'on l'appréhende par nous-mêmes.
Puis fort en fait de la réussite, on s'est vite aperçu que finalement virtualiser un serveur, virtualiser un poste quelque part, c'était pas beaucoup plus problématique. Donc on a enchaîné tout de suite derrière sur la virtualisation des postes et la virtualisation des applications qui selon moi vont de pair. Parce qu'avoir un poste virtualisé mais des applications qui sont installées en dur, pour moi c'est complètement crétin. Donc on perd toute la puissance de la virtualisation. Voilà. Emmanuel, quelles sont les solutions les plus plébiscitées par les entreprises ? On va retrouver des thèmes qui viennent d'être évoqués aussi. Sur la partie infrastructure, je veux dire, pourquoi on recourt au cloud computing? C'est le plus souvent, en premier, c'est le stockage, on va dire. Donc on a besoin de ressources, je dirais, de baies de stockage supplémentaires. Donc on va effectivement, mais de plus en plus, on voit arriver deux autres thématiques qui sont la sauvegarde et l'archivage. Alors c'est bien peut-être pour une collectivité locale, avec les projets de dématérialisation, c'est qu'on a aussi des contraintes légales et réglementaires. C'est pas seulement stocker la donnée, le contenu, mais il faut l'archiver, parce qu'il faut effectivement y accéder sur un tas de types de contenu, sur 7 ans, 10 ans, enfin, il peut y avoir de la conservation de longue durée. Donc ça, c'est sur la partie infrastructure. Je dirais les 3 grandes thématiques. Et de plus en plus, on voit justement les environnements de test, la production informatique et tout ce qui va être application, les serveurs sous-tendant les applications non critiques de l'entreprise. Alors le plus souvent, on va retrouver des applications de type collaboration, je parle ça au sens large, collaboration, gestion de projet, messagerie, donc ça c'est le plus classique. Et puis après, tout un panel d'applications métiers, en fait, que ce soit dans le domaine des RH, alors là on est vraiment dans la partie SaaS, on va dire, donc RH, marketing, relations clients. On parlait de la facture tout à l'heure, effectivement ça peut être des applications type de dématérialisation de facture par exemple. Aujourd'hui, tout domaine fonctionnel de l'organisation peut être concerné en fait, par le cloud computing et où il y a des acteurs qui, notamment éditeurs de logiciels, font évoluer leurs solutions pour qu'elles soient accessibles en mode SaaS et derrière ont besoin, entre autres, d'infrastructures justement de type as a service en mode cloud pour pouvoir le faire. Pierre, un commentaire ? Oui, j'avais envie de dire, peu importe la solution cloud qui paraît correspondre aux meilleurs besoins, j'ai envie de dire, l'une des premières motivations qu'on constate chez nos clients du passage ou de la migration vers le cloud, c'est le coût. Donc bien sûr, le cloud, c'est non seulement le paiement à l'usage, mais c'est aussi toute une pléthore d'outils qui vous facilitent le management et la visualisation de vos facturations. David, quand vous êtes passé au cloud, vous avez dû vaincre des réticences de la part de votre hiérarchie ? Pas du tout. C'était au contraire, ils ont très vu vite en fait l'intérêt du cloud. La plus grosse difficulté a été plutôt l'accompagnement au sein de la DSI du personnel, de mes agents. Parce que vous allez dire à un technicien réseau par exemple, tiens ton switch maintenant il s'appelle Nexus 1000V, il est complètement immatériel, il se retrouve dans une application logicielle, vous allez voir la tête qu'il fait, ça vaut quand même tout l'or du monde. Et c'est également les agents qui s'occupaient des postes physiques, qui du jour au lendemain, on leur dit, voilà, pour refaire un poste, c'est simple, c'est tu fais un clic droit et c'est réglé, et ton poste, il est refait comme à l'origine du template. Donc c'est vraiment cette phase en interne à expliquer les avantages, à les envoyer en formation également, parce qu'on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, tiens, c'est le nouvel outil, ça s'appelle VMware, maintenant débrouille-toi, non, mais c'est ça. Autant en interne, je dirais, la direction a très vite vu l'intérêt en termes de réactivité, en termes d'adaptation. Quand on a eu une crise, il n'y a pas très longtemps, à Drancy, on a pu déployer 20 postes d'un coup dans une salle pour monter une cellule de crise. Ça, avant, ça n'aurait pas été possible, quoi. Avant, il aurait fallu monter un switch, etc., mettre des PC, ça aurait été compliqué. Ça, la direction l'a tout de suite perçu. Et ce qu'ils ont perçu aussi, c'est la réactivité. On a pu équiper toutes les classes dans toutes les écoles en informatique. Parce qu'acheter un terminal léger, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un PC avec la maintenance qui va derrière. Et aussi la maintenance. C'est-à-dire qu'en gros, on peut gérer un parc de PC 2 fois supérieur avec la même équipe en étant 2 fois plus rapide dans les interventions. Donc il y a eu la réactivité. Et en termes d'économie, parce qu'on parle toujours des économies liées au cloud, est-ce que vous pouvez nous donner un pourcentage un peu précis des économies réalisées sur votre budget ? Oui, ça va être assez simple. En externalisant donc mon infrastructure chez un hébergeur dont le nom tient sur 3 lettres, je vais payer moins cher par an que ce que je paye en maintenance chez VMware. D'accord. Voilà. Emmanuel, une réaction ? Donc, on a les mêmes ratios, parce que dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, elle était axée justement à ROI, les ROI de l'externalisation des infrastructures informatiques avec le cloud computing, et on obtient des ratios qui sont un peu similaires, donc notamment sur une entreprise du secteur privé, donc là c'est pas tout à fait le même environnement, mais qui a effectivement diminué par 2
les coûts associés à l'hébergement, alors sur la partie stockage, on va dire. Et aussi, un autre point qui est important, c'est que, alors c'est une autre organisation, souvent on n'y pense pas, mais qui était obligée d'investir, donc elle avait des coûts d'investissement sur 3 ans à amortir. Et le problème, c'est qu'au bout d'un an ou un an et demi, les technologies qui étaient associées, les capacités aussi qui étaient associées étaient déjà obsolètes, pratiquement, donc elle ne pouvait pas suivre. Donc là, avec effectivement le cloud computing, elle a pu complètement s'adapter en temps, j'allais dire quasi réel, en fait, aux technologies du moment par rapport aux besoins effectivement internes et notamment de ces directions internes. Donc ça, c'est une autre dimension. Un autre ratio aussi, c'est, vous l'avez évoqué, au niveau de la réactivité et de la réduction des temps de déploiement ou d'allocation de ressources. Le provisioning de serveurs, là sur un autre, c'était un grand de la distribution, passé de 2 semaines. Alors déjà, ils étaient pas mal avec 2 semaines, mais à 4 heures. Donc voilà, on a concrètement aujourd'hui, il y a des données quantifiées qui sont remontées en termes de ROI et c'est plutôt positif. Pierre, votre point de vue ? Oui, je ne peux que confirmer les gains en termes de coûts. La plupart de nos clients qui ont su, notamment sur les problématiques de stockage, distinguer l'archivage du stockage, justement, ressortent des gains supérieurs à 50%, j'ai envie de dire. Maintenant, on oublie un point essentiel, c'est que, d'accord, il y a des avantages de passer au cloud, mais il y a surtout maintenant tous les moyens et tous les outils qui nous permettent d'avoir une migration, entre guillemets, simple. Tout dépend bien sûr du système d'information à migrer, mais globalement, on a pléthore d'outils qui transforment des serveurs dédiés en serveurs virtuels. On a nous-mêmes des technologies comme le Verac qui interconnectent vos serveurs dédiés, votre dedicated cloud, vos instances cloud, vos VPS, qui vous permettent d'avoir toute une fluidité dans votre migration qui est totalement transparente pour les utilisateurs finaux. David, vous avez d'autres projets de déploiement de cloud en cours ? Tout à fait. Là, le prochain projet, en fait, c'est la vidéoprotection que je compte mettre dans le cloud, alors sur un lien fibre direct entre chez moi et donc chez OVH, parce que bon, déjà c'est mieux, et 2, c'est obligatoire par le ministère de l'Intérieur. Et clairement, là, pour moi, c'est vraiment le projet number one pour les collectivités qui font de la vidéoprotection. Parce que les difficultés qu'on a actuellement, c'est qu'on doit mettre des locaux techniques avec les enregistreurs partout dans les villes. On se les fait dégrader parce que les gens qui doivent faire des choses pas très honnêtes savent très bien où c'est, savent très bien comment les dégrader. Là, pour le coup, ils ne pourront plus le faire parce qu'on sera en fibre directe et que les données, les images seront stockées directement à 300 km de chez nous et en plus répliquées dans un autre data center, ce qui fait qu'au moins s'il arrive quelque chose à Roubaix, à Strasbourg, je ne pense pas qu'il arrive quelque chose en même temps. Bon, alors c'est dommage. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et après, on parle de volumétrie que de toute façon, moi, je ne pourrais pas héberger chez moi. Là, actuellement, j'ai 300 caméras qui ne sont pas en HD, qui vont passer en HD à terme. Pour donner un chiffre, 80 caméras HD, 14 jours de stockage, c'est 280 Tera de données. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai difficilement 20 Tera de données dans mon data center à Drancy. Ça prend déjà 60 mètres carrés, tout compris. Là, clairement, je ne peux pas, quoi. Donc, ça va permettre à la ville, à l'agglo, de passer à une technologie supérieure en qualité d'image qui est importante et utile pour résoudre des problèmes et des enquêtes, avec une sécurité qui n'a plus rien à voir. Voilà. Pour revenir sur la sécurité, la confidentialité, Pierre, vous pouvez nous dire ce que vous mettez en place de votre côté ? Oui, c'est un sujet d'actualité, vu que rien que la semaine dernière, c'est un principe qu'on a mis à jour sur Ubique. Donc la problématique d'Ubique, elle est double, c'est-à-dire que d'un côté, on a le respect de la confidentialité des données de nos clients, et d'un autre, on a aussi le souci de protéger le client contre son propre manque d'information pour sa propre sécurité. Donc on a implémenté le protocole OAuth2, qui est celui qu'utilisent Twitter et Facebook, qui permet de dire à nos clients, voilà, nous, OVH, Ubique, nous sommes garants et nous garantissons que les applications tierces n'auront pas accès à vos identifiants clients. En ce qui concerne des infrastructures dans le public cloud, on a une solution très simple qui est d'offrir à nos clients des infrastructures dédiées. Donc du endpoint public, à travers tout le passage réseau, jusqu'aux machines finales, jusqu'au logiciel final, on offre une isolation complète à nos clients, ce qui permet de garantir une confidentialité des données. Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, ce point-là revient systématiquement dans les interrogations, alors soit en amont dans les entreprises quand elles n'ont pas encore sauté le pas sur certains périmètres de leur activité, que ce soit certains domaines de l'infrastructure ou certains environnements applicatifs. Le plus souvent, les règles en fait avec leurs prestataires par les aspects contractuels. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui sont extérieurs aujourd'hui, notamment ces derniers mois, sur tout ce qui est surveillance électronique. Et parmi la centaine de décideurs qu'on a interrogés,
à peu près 2/3 d'entre eux donc, jugent entre moyen à très fort donc, leurs approches, enfin, les changements de leur approche du fait de ces éléments nouveaux qui sont survenus les mois derniers, notamment dans le choix de leurs prestataires futurs. Donc ça veut dire que c'est un élément qui reste critique. Inversement, ce qu'on se rend compte, c'est ceux qui ont sauté le pas, c'est comme je l'évoquais tout à l'heure, la sécurité, ils le règlent à travers les éléments contractuels, et c'est un élément parmi d'autres, mais qui n'est pas plus critique en fait qu'un autre, et qui va se régler, je dirais aussi, à travers les engagements de niveau de service que doit fournir justement le prestataire dès lors qu'on est dans un processus d'externalisation. Autre point intéressant, le rôle des DSI et les changements qu'il subit avec le cloud computing. David, vous voulez nous en parler ? Oui, c'est assez impactant dans le métier de DSI, dans le sens où, ce qui a été aussi un moteur pour nous à tout héberger à l'extérieur, c'est l'impossibilité de recruter des gens compétents dans le cloud, parce qu'autant utiliser le cloud, c'est très très simple, autant l'administrer, c'est de plus en plus complexe. Comme vous disiez tout à l'heure, les versions changent tous les 9 à 12 mois, et donc c'est un bouleversement à chaque fois. Et c'est vrai que ça pousse à dire, je préfère me concentrer, en ce qui me concerne, sur le citoyen et le service que je lui rends, qu'à me préoccuper de la version de VMware qui va sortir, ou du rack qui a pété et qu'il faut remplacer le SAN. Enfin voilà, c'est un moment, il faut choisir son métier. Pour moi, c'est simple, c'est manichéen, c'est soit on est hébergeur et on a les compétences, soit on devient hébergé et on ne se pose plus de questions et on se concentre sur sa vraie tâche, sa vraie mission, et pour le coup, pour une ville, c'est le citoyen. Emmanuel, de votre côté, vous observez aussi tous ces changements dans les entreprises ? Oui, bien sûr. Le DSI, il est pris un peu en étau, je dirais. D'un côté, alors je parle peut-être pour des plus grandes organisations, mais pas uniquement, par la pression des directions métiers, qui s'accaparent en fait ces solutions de leur côté, et donc en propre, initialement en bypassant effectivement la direction des systèmes d'information. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. C'est plus un travail qui est conjoint, mais c'est effectif. Donc, il doit répondre. On parlait de réactivité tout à l'heure, mais c'est aussi de disponibilité, d'innovation qui est associée. Et souvent, ils ne sont pas toujours à l'ordre du jour en termes d'innovation. Il y a une autre dimension, c'est toutes ces applications qui viennent du monde public, notamment nos fameux smartphones et tablettes numériques qui arrivent dans le monde de l'entreprise. C'est vrai aussi dans le monde des collectivités locales. Les élus, maintenant, vont, et pour les prochaines municipales, sans doute, ça va être le cas, avec ce qu'on appelle leur cartable numérique, entre guillemets. Donc, ils sont sous pression par un ensemble de facteurs extérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas, je dirais, faire face à ces changements majeurs s'ils ne se remettent pas en cause dans leur mode de délivrance du service en fait en interne vis-à-vis de ces directions métiers, vis-à-vis des collaborateurs de l'organisation et même à l'extérieur en fait des clients ou des citoyens. Et donc les modèles aujourd'hui qui sont appliqués, dont le cloud computing, peuvent y permettre. Alors en revanche, c'est très impactant, ça change leur façon de concevoir le service, il faut l'industrialiser derrière, avec l'aide ou non d'ailleurs d'un prestataire externe, mais c'est compliqué de le faire tout seul, et ça je vous rejoins, je pense, parce que c'est complexe. Le cloud, quand même, reste complexe. Et c'est aussi en rechangeant sa façon de marketer, j'allais dire aussi, en interne, auprès de ces mêmes populations-là, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire jusqu'ici, notre direction de système d'information. Pierre, qu'est-ce qui a changé chez OVH avec le cloud computing ? Il faut savoir que chez OVH, depuis toujours, on tente de réutiliser nos technologies et de les insérer dans des nouveaux services. Depuis que nous avons mis en place ces différentes briques de solutions cloud, c'est une tendance qui s'est accrue. Par exemple, pour Ubig, la brique de stockage, c'est un public cloud storage en mode dédié. On utilise le CDN pour notre site web. On utilise aussi un dedicated cloud qui, lui, va gérer toute la partie base de données et infrastructure web, par exemple. Donc oui, c'est une tendance qui s'accentue. David, si vous deviez donner des conseils à un DSI qui souhaite migrer vers le cloud, que lui diriez-vous ? Déjà que ça ne va pas le mettre au chômage une fois qu'il aura fini. Déjà, il sera toujours DSI et que la direction aura toujours besoin de lui pour savoir en gros ce qu'il va devenir au niveau de son système d'information, au niveau des applicatifs qui peuvent améliorer le service rendu, de ce qu'il faut faire globalement dans la stratégie à 5 ans. Enfin, pour moi, un DSI, c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable, en gros, de traduire des choses qui relèvent du domaine de l'autiste. Parce que l'informatique, on me dit souvent à la base que j'étais un autiste. Maintenant, je parle l'humain couramment. Et pour moi, c'est ça le DSI. Il fait la passerelle entre la technologie, tout le langage technique. Il essaie d'en extraire la quintessence pour savoir ce que ça peut être, comment on peut le rendre utile à la collectivité et ensuite l'expliquer en des mots très simples aux élus, pas qu'ils soient idiots. Mais bon, voilà, pour leur dire, voilà.
la technologie est là, ça peut vous aider à faire ci, je suis là pour vous aider à le mettre en place et à le faire. Après, si on peut s'épargner toute la mécanique, eh ben, tant mieux, ça sera d'autant plus facile pour nous et on ira d'autant plus vite. Emmanuel, des conseils? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, et ça rejoint un peu d'ailleurs l'approche que vous avez eue, il faut arriver à se décharger d'un certain nombre d'activités au sein de la direction de système d'information pour vraiment être force de proposition sur de l'innovation afin d'être, je dirais, tourné vers le client interne et le client externe. Donc la DSI doit faire vraiment un travail qui va dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, le cloud, mais d'autres domaines, pas uniquement, peut les aider dans cette démarche-là. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui peut lui permettre justement, c'est une opportunité pour aller dans le sens de l'innovation vers les directions métiers. Parce que le risque qu'il y a, c'est que demain, il puisse perdre encore du pouvoir qu'aujourd'hui, peut-être, il avait difficilement d'ailleurs à maintenir. Donc c'est un rôle clé pour lui, effectivement, de transformation. Ça, c'est très clair. Donc tirer parti du cloud peut-être pour se transformer avec d'autres projets qui y sont associés. Si on essayait de faire un petit bilan très rapide aujourd'hui, quelles sont d'une part les solutions qui fonctionnent vraiment et qu'on utilise d'une manière très simple, et quels sont à plus long terme les projets en cours de développement sur lesquels il faut garder un œil grand ouvert parce qu'ils sont très prometteurs? David? Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Pour ma part, moi j'étais avec VMware et ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Et donc là, en passant chez OVH, je pense que ça va continuer à fonctionner, sinon il y a un truc qui ne va pas. Les choses que je vois, moi, venir, c'est le SDN. C'est-à-dire, en fait, vraiment toute cette virtualisation du réseau, la manière logicielle en fait, de le gérer, de le paramétrer. Parce que pareil, jusqu'à présent, ça c'est vraiment... Gérer un switch, gérer un routeur, un data center, c'est quand même assez incroyablement complexe et compliqué. Et je me dis que justement que le SDN va permettre peut-être d'apporter ça, une visibilité un peu plus schématique, avec des diagrammes beaucoup plus intelligibles. Alors pour le coup, ça va faire perdre un peu de pouvoir aux admins réseau qui étaient contents justement d'être des vrais autistes et de se barricader derrière des trucs un peu incompréhensibles. Et va permettre d'avoir une plus grande conversation avec le DSI. Et on se rend bien compte que dans les applications qui viennent, notamment la vidéoprotection, le réseau, c'est tout, quoi. La moindre latence peut tuer des images et donc des informations précieuses. Et on voit bien que les demandes en débit, en consommation de débit de toutes les applications vont en croissant. Parce qu'on sait très bien que maintenant, de toute façon, on est tous connectés en giga ou en 10 gigas. Et pourquoi se prendre la tête à optimiser un logiciel pour consommer moins, sachant que de toute façon, c'est pas un problème. Comme ils ont fait avec les serveurs sur ces 10 dernières années, où maintenant, ils ne se posent plus une question de dire faut que j'optimise le moindre giga de mémoire, parce que de toute façon, ils en mettront plus et puis c'est tout, quoi. Pierre? J'ai envie de dire, ce qui marche vraiment, c'est le stockage. Actuellement, on a des millions d'objets stockés dans notre cloud storage. Au niveau d'archives, c'est des terabytes de données. Je pense que les clients ont vraiment su faire, comme je le disais, la différence entre le côté archivage, où là, c'est du long terme. Je vais peut-être récupérer les données, mais j'en ai conscience. C'est du backup. Du côté, j'ai du stockage que je peux récupérer à l'instant T, etc. Au niveau de ce qu'on est en train de préparer, on vient de valider un proof of concept de PCS transatlantique, où là, on a su éliminer les problématiques de latence entre nos data centres à Beauharnois et nos data centres à Gravelines pour proposer une réplication quasi automatique entre ces différents data centres. Maintenant, pour ce qui est en devenir, je vous inviterai plutôt à aller consulter la keynote de clôture d'Octave dans ces cas-là. Emmanuel, vous? Oui, ce qui marche bien, je rejoins, et on le voit, c'est le stockage, puisque ce qui arrive en tête d'ailleurs aujourd'hui des domaines couverts par le cloud computing et prisés par les organisations qu'on a interrogées. Effectivement, l'archivage qui ajoute une composante plus compliquée parce qu'il y a des enjeux de conservation et puis on n'est plus du tout dans la même dimension. Il y a de l'indexation, il y a du classement. On est vraiment dans une logique derrière d'organisation d'un contenu qui est associé. Alors, ce que je vois arriver, c'est le poste de travail et comment il va évoluer avec ces deux justement équations, la mobilité d'un côté et puis la possibilité d'accéder où que je sois en fait à l'information grâce au cloud. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel d'ailleurs on travaille. Alors plus pareil, toujours en termes d'écoute de ce qui se fait dans les organisations et ça va très très vite. Et on ne pourra pas faire certaines choses autour du poste de travail si derrière on n'a pas justement des solutions appropriées dans le domaine du cloud computing. Merci beaucoup à tous. J'invite ceux qui veulent aller plus loin à se rendre sur le stand d'OVH et rencontrer nos experts de cloud. Merci. Merci.
Merci. Merci.